Alors oui, on a amalgamé dossiers et livres. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, j'étais à Paris pour le lancement du livre blanc de la Fondation Sommer. On devait d'ailleurs vous présenter un entretien que j'avais eu avec Pierre de Bois-Guilbert de la Fondation Sommer. Bon, malheureusement, la qualité sonore était vraiment, vraiment trop mauvaise, donc je l'ai remplacé par un petit diaporama présentant le livre blanc de la Fondation Sommer. Donc le résultat de 3 ans de réflexion avec des spécialistes de bien des domaines, ça s'appelle « Retisser le lien entre la chasse et la société, 8 chantiers pour 2040 ». Donc c'est une étude prospective pour essayer de voir ce que pourrait être la chasse en 2040. Alors la conférence de presse était intéressante parce qu'il y avait des journalistes de la presse généraliste et on peut mesurer à cette occasion et à l'occasion des questions qu'ils posent leur ignorance totale des affaires de la chasse et puis pour certains leurs a priori. Je pense en particulier à une certaine journaliste de l'AFP qui n'a pas caché ses a priori. Mais hormis cette conférence de presse, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a là-dedans. 8 chantiers intéressants, avec des propositions pratiques. Alors, on ne va pas tout détailler, je vais vous lister les chantiers. Éthique de la chasse et éthique à la chasse. Ce sont 2 choses différentes. Le chantier 2, formation. Le 3, sécurité. Le 4, grand gibier, régulation. Comment arriver à bien faire. Ensuite, chantier 5, le petit gibier, la chasse devant soi. C'est indispensable. Chantier 6, chasse et gestion des espèces et des espaces. Le chantier numéro 7, tradition et innovation. Et le chantier 8, partage de l'espace naturel. On va rapidement parler des propositions qui en découlent. Ils ont analysé chacun de ces grands chapitres. Et il y a un bilan, il y a des pistes de réflexion et des propositions extrêmement pratiques. Chaque chantier, je vais vous le montrer, se termine par une double page, comme ceci, avec un petit chapitre introductif, les enjeux, les propositions. Donc c'est assez bien fait. C'est bien clair, ouais. Non, c'est très clair. Le document est extrêmement bien présenté. Je trouve que c'est de l'excellent travail. Je crois qu'il est en téléchargement sur le site de la Fondation. On peut tout à fait aller sur le site de la Fondation Sommer ou taper Livre blanc Fondation Sommer. Il est en chargement en PDF. J'invite tous les chasseurs soucieux d'une chasse responsable, éthique, à se le procurer, à le lire et à en parler autour d'eux. Il y a plein de bonnes choses. En proposition pratique, par exemple dans le chantier numéro 1, éthique à la chasse. Bien d'abord, faire en sorte que l'attitude du chasseur soit mieux perçue. Et pour qu'elle soit mieux perçue, il faut peut-être parfois qu'elle change un petit peu. Respect aussi de l'animal chassé. Il préconise que tout animal blessé fasse l'objet d'une recherche au sang systématique. On voit à l'image un chien de sang avec un sanglier retrouvé, et puis le logo de l'UNUCRE, l'Union nationale pour l'utilisation des chiens de rouge. Tout chasseur, à mon avis, doit avoir dans son téléphone portable le numéro de conducteurs de chiens de sang les plus proches pour faire appel. On ne peut pas décemment, c'est une question d'éthique, laisser un animal blessé derrière soi. Et puis même au niveau chasse, de faire une recherche au chien de sang, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est tout très intéressant. Ah oui, voir le travail il y a éthique, il y a chasse, enfin bref, c'est incontournable. Voir le travail du chien et de son maître, c'est extraordinaire. Et puis il pose des questions, quid des clôtures, avec une réponse tout à fait mesurée que moi j'aime assez, et puis quid du gibier de lâcher. Alors oui, si c'est du repeuplement, non, si c'est du gibier lâché le matin pour être tiré l'après-midi. Et là aussi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Au niveau formation, là, pas mal de recommandations pratiques. Le permis de chasse, dit le style, doit évoluer et prendre en compte un certain nombre de nouveaux facteurs. Dans un premier temps, ils souhaitent que les chasseurs nouveaux soient mieux formés au tir. La connaissance des espèces, des règles, des lois, très bien, mais mieux formés au tir. Et il propose une épreuve de tir lors de l'épreuve pratique du permis. Épreuve qui ne serait pas éliminatoire, mais pour voir l'aisance, ainsi de suite. Puis comme il y a une épreuve, les gens s'y prépareront, et à mon avis, c'est pas idiot. Il suggère aussi que le permis intègre les armes nouvelles, celles qu'on voit beaucoup, alors qui sont plus si nouvelles que ça, mais les semi-autos. On n'en parle pas, pratiquement pas. Et
Il suggère aussi qu'il y ait une épreuve de tir lors de la formation décennale à la sécurité. Ce qui n'est pas idiot, à mon avis. On est faiblard sur le tir, de toute façon, les Français. Au niveau européen, les Anglais sont très branchés là-dessus. Alors, mais on n'a pas cette culture. Oui, alors moi, si l'on devait prendre des exemples et des maîtres en la matière, moi je parlerais suisse, autrichien, bavarois. Toute cette culture germanique de la chasse à l'approche, le pirch et à l'affût est issue d'une culture du tir. Et très souvent en Bavière, on voit les gens en tenue traditionnelle le dimanche avec la carabine sur l'épaule. Ils vont à pied au stand de tir en famille. Il y a une culture du tir réelle, on l'a moins. Beaucoup moins en France, c'est dommage et il faudrait l'améliorer. Tiens, ça me permet de relancer un petit coup sur mon salon. Et Nicolas Lajousse, qui va intervenir, qui est guide de chasse et organisateur de séjours, organise des séjours de tir à 200-300 mètres. Oui. Pour en avoir fait un peu, c'est très intéressant. C'est passionnant. Évidemment, quand on tire cette distance, on est capable de tirer 50 ou 60 mètres. Exactement. Chantier numéro 3, la sécurité. Donc améliorer la formation, c'est lié au précédent. Ils évoquent aussi le problème de la chasse en milieu périurbain. L'urbanisation galopante de la France fait que, en gros, ils considèrent que l'artificialisation des sols fait perdre un demi-département français en superficie, je dirais, naturelle. Je ne me rappelle plus de la fréquence, mais bon, c'est galopant et effrayant. Et puis, voilà, donc développer des modes de chasse avec des armes qui ne soient pas des armes à feu. L'arc, déjà dans un premier temps. Pourquoi ne pas autoriser l'arbalète? Un certain nombre de suggestions et de recommandations. Pour ce qui est du grand gibier et de la régulation, et là, ils insistent lourdement, ils ont raison, améliorer l'efficacité et les pratiques pour que l'efficacité soit au rendez-vous. Je rappelle quand même que pour une pièce de grand gibier au tableau en France, il y a 6 balles tirées, c'est la moyenne nationale. C'est lié à ce qu'on disait, on a des progrès à faire en matière de tir. D'autant plus que le grand gibier en France est majoritairement chassé en battu. Et qu'en battu, au saut du Léon ou de l'Allée, on a peu de temps pour tirer, certains entendent mal ou sont distraits, ils voient l'animal au dernier moment. Bon, toutes les conditions sont réunies pour faire un mauvais tir. Donc voilà, améliorer l'efficacité des pratiques de chasse avec l'amélioration du niveau moyen du tireur français, mais la pratique de nouvelles pratiques. La traque à fût, par exemple, qui peut se pratiquer sur certains gibiers, dans certains territoires, pas partout, mais c'est un bon mode de chasse. Coupler des modes de chasse, pourquoi ne pas mettre quelques archers postés dans des grandes traques au milieu de la traque, alors qu'il y a des chasseurs à armes à feu sur les lignes, ainsi de suite. On peut coupler un maximum de choses comme ça. Par contre, il y a une vraie efficacité de l'affût. C'est évident. Les grands tableaux sont quand même faits. Et je montre à l'écran un graphique qui est tiré du livre blanc avec des projections, c'est de la prospective à 2040. On voit une courbe qui descend, le nombre de chasseurs, parce que compte tenu de la pyramide d'âge des chasseurs actuels, voilà, ceux qui ont un certain âge maintenant seront soit impotents, soit décédés en 2040. Et par contre, explosion prévisible des prélèvements de sangliers. Donc pour eux, à mon avis, c'est un peu pessimiste. Il n'y aurait plus que 600 000 chasseurs en 2040 et des prélèvements estimés à 1 800 000. On est à 810 000 sur la saison précédente, en termes de sangliers. Donc si on n'améliore pas notre efficacité à la chasse, ça va vraiment poser un problème en termes d'indemnisation des dégâts. Voilà, et puis il préconise aussi d'améliorer, à mon avis, de créer une filière venaison digne de ce nom en France. Pour la chasse au petit gibier, un seul mot d'ordre. Travailler avec les agriculteurs sur une transition agricole par des incitations fiscales, par le verdissement de la PAC, mais un verdissement intelligent, pas celui d'Europe Écologie Les Verts. On avait reçu à cette émission Paul Mougenot, qui a lui aussi beaucoup de propositions à faire en la matière, parce qu'il est à la fois chasseur et agriculteur. Qui est président de l'Association nationale des chasseurs de petits gibiers. Du Conservatoire national du petit gibier, je crois. Mais bon, voilà. Ensuite, en chasse et gestion des espèces, ce qu'il préconise surtout, c'est de rendre plus visibles les actions des chasseurs. On voit à l'écran, entre la conservation des marais, des zones humides, la plantation de jachères, les chasseurs plantent et font des milliers et des milliers d'heures de bénévolat, favorables et bénéfiques à la biodiversité en France, pas combative, nous,
Et ce n'est pas su. Et ce n'est pas su par le grand public, mais aussi souvent par les pouvoirs publics ou les élus locaux. Moi, si je peux mettre un petit bémol sur le livre blanc, c'est justement qu'il n'y a pas un volet communication. Parce que les bonnes actions, etc., mais on se rend compte que... ce n'est pas... Ils en parlent beaucoup d'agir et de communiquer. De communiquer vers le grand public, et puis de communiquer vers les élus. Ils donnent l'exemple, ils font comme la FNC, avec son livre « Chasse, cœur de biodiversité », ce livre blanc sera envoyé aux élus de France et de Navarre. Je dis ça parce que c'est mon dada, et c'est souvent, il y a une méconnaissance des gens de la zone grise en face, c'est quand même vraiment de faire connaître nos actions, et ce qu'est la chasse, et en général, les gens deviennent beaucoup plus favorables. Le sondage IFOP commandé par la FNC le montre bien, quand les gens connaissent la chasse, ils y sont favorables, ou beaucoup moins défavorables. Chantier numéro 7 et avant-dernier, tradition et innovation. La chasse, comme toute activité, et en particulier activité de loisir, n'échappe pas à la course technologique. Alors, on peut s'interroger sur l'utilisation des nouveaux outils techniques à la chasse. Et la bonne question, c'est celle d'un avocat de la FNC qui la pose et qui dit que si ces outils servent à améliorer la sécurité et à améliorer les pratiques de chasse, très bien. Si ça devient déloyal à l'égard de l'animal, c'est interdit. Par exemple, le drone est interdit. C'est écrit dans la loi, on n'a pas le droit de... Voilà. Mais par exemple, en Allemagne, qui est très strict au niveau juridique, le drone pour la chasse, éventuellement, pourquoi pas. Enfin, là, il y a une zone grise. La caméra thermique est interdite à la chasse. Les dispositifs de correction automatique avec visée télémètre, avec visée laser, sont interdits. Ce qui est plus discutable, parce que ça permet de... Oui, mais dans ce cas-là, quid de l'incertitude ? Et puis après tout, quand on n'est pas sûr, on ne tire pas. Voilà. Plutôt que de blesser, voire de rater, et de se faire... d'être ridicule devant ses petits copains. Voilà, donc quid de cette nouvelle technologie, l'apprendre, l'adopter, mais avec des pincettes, en restant éthique et loyal vis-à-vis des animaux. Bon, voilà. Et dernier chantier, c'est là que mon avis diverge avec celui de la Fondation. Le partage de l'espace naturel. Je trouve qu'ils sont un petit peu trop conciliants avec des mots d'ordre que nous ont presque imposés les opposants à la chasse. Les autres usagers de la nature vont dans la forêt le cœur au ventre. Il y a 700 millions de visites par an dans les forêts françaises, nous dit l'ONF, donc j'imagine que ces gens-là n'y vont pas la peur au ventre. Mais, et là, je pense que c'est peut-être un petit peu utiliser leur mot d'ordre, leur langage. Puis, quand on dit usager de la nature, je regarde un dictionnaire, je dis usager, c'est celui qui a le droit d'usage, ou qui est usager d'un service public ou d'un bien public. Encore faut-il qu'il paye son ticket d'entrée. Les chasseurs le font. Le promeneur du dimanche, non. Et puis, encore une fois, 75% des forêts françaises sont privées. Le promeneur du dimanche n'a rien à y faire. Et puis, 100% des terres agricoles le sont. Donc, ce sont nos terrains de chasse, principalement, c'est ça. Voilà. Quand on a interviewé, quand tu as interviewé Pierre de Bois-Guilbert, on a suivi ce qu'il disait. Moi, ce qui m'a gêné un peu, c'est qu'il mettait tout le monde un peu dans le même sac en parlant des incivilités, éventuellement des chasseurs, de manque de politesse, etc. Les chasseurs très polis, et ils sont beaucoup plus nombreux, c'est pas parce qu'ils sont plus polis qu'ils n'ont pas d'attaque contre eux. Donc, oui, tout à fait. Je trouvais un peu que donc voilà, un peu trop ça, il reprenait, comme tu le dis très bien, le mot d'ordre de nos opposants. Tout à fait. Bon, cela dit, il est incontestable que les pratiques de loisirs des Français ont changé, que la société, les gens sont de plus en plus urbains, habitent de plus en plus en ville et veulent s'échapper de temps en temps pour prendre un bon bol d'air. Donc on a de plus en plus de vététistes, de joggeurs, de promeneurs du dimanche. La montagne n'échappe pas à ça aussi, avec de plus en plus de grimpeurs, de parapentistes, de gens qui montent en quad et qui engueulent les chasseurs parce que c'est pas écologique. Mais bon, il est vrai qu'on a de plus en plus de monde dans des espaces où avant il n'y en avait pas. Maintenant, ont-ils le droit d'y être ? C'est une chose. Et puis, s'ils ont le droit d'y être, alors là, oui, bien entendu, il faut envisager des moyens intelligents
de partager cet espace-là. Mais voilà, sans Mais aller... c'est à tout le monde de se policer, quoi, tout à pas fait. uniquement aux chasseurs. Sans aller trop loin, à mon avis, sans donner, je dirais, trop raison à nos opposants. Voilà ce que je voulais dire sur le livre blanc que j'incite vraiment tout le monde à lire. Eh bien, écoute, Denis, merci beaucoup pour cette analyse.